Alors, bonjour à tous. Merci d'être là. Écoutez, j'ai été touché. J'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui m'ont écrit en s'inscrivant et qui nous disaient justement leur histoire. Il y en a plusieurs d'entre vous ont perdu leur animal dernièrement. Alors, j'ai pu voir à quel point les gens étaient touchés, étaient interpellés par le sujet qu'on a aujourd'hui, un sujet très sensible, un sujet qui est empreint de beaucoup d'émotions, mais on va essayer de voir autrement le sujet et de voir d'un aspect plus positif toutes les belles choses que ces animaux-là ont à nous montrer. Donc, en premier, merci d'être là. Costa Impact Animal, c'est une nouvelle façon d'aborder la présence de l'animal dans un processus de pleine conscience de l'impact de l'animal dans nos vies. Cette nouvelle façon de comprendre, de percevoir l'animal de compagnie nous permet d'avoir un nouveau regard, plus conscient sur sa présence et sur les liens qui nous unissent. Donc, Costa Impact Animal, on veut ouvrir les cœurs aux gens et que les personnes puissent réellement se poser la question, quel est l'impact que l'animal de compagnie a eu dans ma vie? Comment il m'a impacté? Qu'est-ce qui m'a appris mon vécu avec l'animal et quelle est ma vraie nature? Notre animal nous amène dans le moment présent, il nous amène dans notre vraie nature, dans notre enfance, il nous amène dans une grande sensibilité. Donc, Costa Impact Animal, c'est une première plateforme qui va toucher cette grande question-là de la relation entre l'humain et l'animal. Qu'est-ce qu'on a à apprendre d'eux? Donc, aujourd'hui, on va laisser place, étant donné le sujet, on va laisser place, ça va être un langage du cœur aujourd'hui. C'est le cœur qui va parler tout au long de notre discussion. Juste avant de débuter, deux petites statistiques. Vous savez, 70% des gens considèrent que l'animal de compagnie est comme un membre à part entière de la famille. 65% disent passer autant ou sinon plus de temps avec leur animal qu'avec leur ami ou la famille, les membres de la famille. Et cette statistique-là provient de 2013. Imaginez aujourd'hui, avec tout l'engouement qu'on voit au niveau animalier, après la pandémie, on voit également au niveau que c'est une première, les refuges n'ont plus beaucoup d'animaux, ce qui est très particulier. Alors, on voit comment c'est que les gens sont interpellés et ont besoin d'avoir cette présence-là dans leur vie. Maintenant, pour faire une entrée de jeu, pourquoi qu'on a une entrevue aujourd'hui avec M. Proulx? J'ai été interpellé. Le 14 de mai, M. Proulx a écrit un article dans le Journal de Montréal et, avec le titre qui disait « Adieu, Roméo d'amour ». Je vous lis le premier paragraphe parce que c'est ce qui va nous mettre dans le début de la conversation. Alors, M. Proulx écrivait en disant « En pleine épidémie, j'hésite à confesser ma peine pour un chien. Pourtant, la paranoïa sanitaire, l'armée dans les CHSLD et les milliers d'endeuillés ne changent rien à la douleur que j'éprouve à perdre mon vieux Roméo, une douleur semblable à celle de perdre un enfant. » Et c'est de là que j'ai pris le téléphone, que j'ai appelé M. Proulx et que je lui ai demandé s'il serait d'accord à faire un webinaire et venir nous partager ce qu'il a vécu. Son grand cœur s'est ouvert immédiatement. Il nous a dit oui immédiatement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est avec nous. Et c'est un grand plaisir de recevoir M. Proulx. Naturellement, M. Proulx, vous n'avez plus besoin d'être présenté. Tout le monde vous connaît au Québec. On connaît vos couleurs, on connaît votre authenticité. J'aimerais vous laisser la parole, M. Proulx, pour vous présenter. Bonjour et bienvenue, M. Proulx. Bien, bonjour et mille merci de m'avoir invité et d'entrer dans votre univers. Cet univers qui est trop négligé par la grande population, à savoir cet univers amoureux, compatible avec l'homme, où on l'oublie tellement. Quand on dit que les animaux font partie de la chaîne de la vie, on n'est pas conscient justement de l'apport qu'ils représentent, ces petites bêtes, que ce soit les chiens, parce que c'est le plus proche de l'homme, les chats, bien sûr, mais il faut rajouter les chevaux, les animaux dans l'ensemble, qui ont tous un rôle à remplir dans la vie, dans l'univers, et où il y a encore tellement de pédagogie à faire pour sensibiliser les gens à l'amour des animaux qui sont des compléments, en l'occurrence le chien, le meilleur ami de l'homme, et mon Roméo qui a été pendant 30 ans et demi mon meilleur ami.
avec moi et ma femme, qui a créé un lien de force entre moi et ma femme. Puis peut-être, je ne sais pas, dans la longue vie d'un couple, des fois on traverse des tunnels, des périodes plus difficiles. On le sait, ça éclate souvent des couples. On ne sait pas que le chien peut être aussi une soudure entre celui et celle qui aime. Merci. Vous avez mentionné un mot. On ne sait pas assez l'apport que l'animal de compagnie a dans nos vies. Et vous avez dit tellement vrai. Et c'est pour ça que Costa Impact Animal est né, pour faire prendre cette conscience-là que l'animal, c'est pas simplement un jouet où on s'amuse, on a du plaisir et nous apporte de la joie. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est ce qu'on veut révéler aujourd'hui à notre public, à notre communauté et à tous les gens, l'impact de l'animal. Pourriez-vous nous parler un petit peu de votre relation que vous avez eue tout au long de la vie avec Roméo, avec votre femme? Comment c'est que vous avez vécu cette relation-là de Roméo et parler de certains souvenirs? Nous en parler pour qu'on connaisse davantage. Comment vous... D'abord, j'ai toujours aimé les animaux de compagnie, chats et chiens particulièrement, et je n'en avais pas depuis nombre d'années parce que j'avais une carrière qui me faisait bouger aux quatre coins. Et j'ai eu un épagnol, j'ai eu un Boston Terrier, j'ai eu aussi un berger allemand et qui j'ai perdu là, en 1900, on est en 62. Depuis ce temps-là, plus d'animaux dans mon entourage, mais je les admirais. Je marchais dans la rue, je me faisais un devoir de jaser avec les gens, de dire comment s'appelle-t-il, peux-tu le flatter, etc. Et un jour, j'étais à Addis Abeba, en Éthiopie, en téléphonant à ma femme, à Bianca. Je lui demande comment ça va, je vais rentrer bientôt. Elle dit, j'ai toute une annonce à te faire. J'ai un chien avec moi. J'ai décidé d'adopter un beau Golden Retriever. Comment tu vas l'appeler? Roméo. Pourquoi Roméo? C'est parce que lors d'un voyage en Italie, nous sommes allés à Castel Gandolfo. C'est la résidence d'été du pape. Et c'est très beau cet aménagement autour de la résidence papale. Je vois des touristes, un Italien qui sont béret, et un beau chien assis sur le bord d'une fontaine. Je m'approche, puis il se place, puis voyez-vous l'intelligence de l'animal se prêtait déjà au jeu. Il était habitué avec l'humain. Il s'approche, puis il se pose comme un vrai portrait professionnel, et je me mets à le photographier. Le propriétaire m'entend parler, le monsieur italien qui parlait très bien français, il dit, il s'appelle Roméo. Et là, on s'est dit, c'est un de ces jours, on a un chien, on va le baptiser Roméo. Et voilà que Roméo est rentré dans notre vie et il a été comme le petit animal quand on l'a adopté pour l'amener à la maison, qui nous disait ou nous suppliait, adoptez-moi, vous ne le regretterez pas, et combien ça a été vrai. La force d'un animal et d'un chien, c'est qu'il faut voir la psychologie, l'intelligence, l'habilité de ceux-là à vous manipuler. Et on se laisse manipuler parce qu'on aime ça. Un chien, c'est qu'on n'a pas besoin d'un révolutionnaire pour faire un coup d'État dans un pays. Un chien rentre dans votre maison, il fait un coup d'État. C'est pas long qui prend le contrôle du fauteuil, du lit ou de tout ce qu'il peut avoir comme caprice. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus sévères, maintiennent des distances, mais pas moi. Moi, je me suis laissé manipuler au maximum par mon Roméo qui était tellement beau. Et ça a été comme le début d'une aventure où toute ma vie principale était centrée sur l'univers de Roméo. Je ne pouvais pas passer une minute, une heure sans passer à Roméo, à téléphoner à ma femme au bout du monde. Comment va Roméo? Et qu'est-ce que Roméo a fait? Qu'est-ce que Roméo file-t-il bien? Puis est-ce qu'il file mal, etc. Alors, voyez-vous, il est rentré justement dans mon univers de pensée pour combler combien de vides parfois profonds. Et là, j'ai compris, mon cher Normand, à m'attarder également sur la vie des autres. Pourquoi, dans l'Église catholique, a-t-on introduit un apôtre ou un saint qui s'appelle Saint François d'Assise, le patron des animaux? Et on voit comment cet homme spirituel, qui est immatériel, il va aller même voir le pape, blâmer, vous avez beaucoup trop d'artifices au Vatican, vous dépensez trop, il y a trop de choses matérielles, vous deviez vous rapprocher un peu plus de Dieu, de la création. Et la création, c'est l'univers animal. Et il adopte justement un discours
de protection des animaux à gauche, à droite, que ce soit les chevaux. Le cheval qui a été tellement utile dans notre histoire de l'humanité, à l'époque où nous étions des tribus. Ils ont été les premiers communicateurs à créer des chemins de communication entre une tribu et une autre. On ne sait pas le rôle de cet animal si doux, si beau et si utile, entre autres. Pour en dire encore longuement, comme vous voyez, je peux rajouter, je vous ai vu tout à l'heure avec votre beau petit chien Costa. Prime abord, j'ai dit, ah, c'est le petit chien de Tintin, Milou, le petit voyageur. Mais non, votre épouse me dit, c'est un bichon maltais. Ben, sait-on que le bichon maltais, c'est Napoléon qui l'a créé. Napoléon arrive à l'île de Malte, il s'empare de cette forteresse imprenable, il joue un tour aux chevaliers qui sont là, et puis il aperçoit cette multitude de beaux petits chiens dans les rues de Malte, demande à ses officiers d'en prendre quelques-uns, de les envoyer en France, où on va faire justement une symbiose avec le bichon, qui devient le bichon maltais. Voyez-vous comment l'univers animal est omniprésent dans la vie des hommes et des femmes. Oui, puis vous qui êtes un bon historien, vous êtes connu comme historien, puis dans votre article, c'est ça, vous venez de parler, vous avez mentionné Saint François d'Assise, vous parlez de l'histoire, même les Égyptiens, les Autochtones, à quel point ils étaient sensibles à la nature, aux animaux. J'aimerais en entendre parler un petit peu plus encore de votre connaissance par rapport à... Ça fait longtemps que l'animal de compagnie nous accompagne, qui est là, mais il faut dire que dans les dernières années, il a pris une place mais vraiment importante aujourd'hui. Oui, est-ce que l'attendrissement de la civilisation y est quelque chose? On comble un vide parce qu'on vit dans un monde de vitesse, d'agressivité à outrance. On n'a qu'à écouter les médias, la télé. Tout est taxé sur le succès du cinéma, l'agressivité, souvent la bipolarisation. Alors, on a besoin d'un échappatoire, d'un univers, d'un refuge, et c'est le refuge animal. C'est pas pour rien, depuis quelque temps, vous avez remarqué, Normand, la multiplication. Demain, ouvriront ici, des gens vont ouvrir un centre de récupération des animaux. Demain, on va inaugurer ici un hôpital vétérinaire. Alors, on voit que la multiplication, le grossissement de cet amour à l'égard des chiens, des chats notamment, y est pour quelque chose. Mais le problème, il y a souvent, et vous en parliez un peu tout à l'heure dans votre préambule, des enfants gâtés. Je veux avoir un chien comme un jouet. Je n'aime plus mon jouet. Et là, il y a le problème de l'abandon. J'ai interviewé récemment le directeur du cimetière de Côte-des-Neiges, un îlot de tranquillité et d'égalité, il n'y a pas de doute. Il me racontait que la nouvelle marotte, ça c'est douloureux d'entendre ça. Le 1er juillet, on déménage, on ne veut plus le chien, on a un autre logement, il va être trop petit, etc. On abandonne et on ouvre le lendemain du 1er juillet les portes. On s'aperçoit qu'il y a une douzaine de chiens abandonnés. Ça, c'est un dernier problème, un travail de sensibilisation à faire. Oui, puis vous soulevez un gros point que ça vaut la peine de juste faire une mention. Dernièrement, je jasais avec Élise, la directrice de la SPCA, et qui m'avouait leur grande inquiétude. Oui, il y a un bel engouement pour les animaux, mais attention, qu'est-ce qui va arriver après? Parce que c'est une responsabilité, l'animal. Il nous donne, vous dites, vous avez employé le mot manipule, il nous donne tellement d'amour qu'on tombe dans son jeu. Il faut justement faire attention dans le futur pour pas que ces animaux-là soient abandonnés. Costa Impact Animal veut parler de cet impact-là auprès des gens pour les sensibiliser davantage. Comment être avec son animal et ce qu'il nous apporte. De cette façon que peut-être qu'on aura moins d'animaux qui seront peut-être abandonnés. Exactement. Et encore une fois, il y a toute une pédagogie à entreprendre. La gâterie, on est très matérialiste. Je veux un jouet, je n'en veux plus. Mais quand on prend un être de la création, comme un petit chien ou un chat qui vient combler tes vides dans ta vie à toi, qui souffre de solitude, tu es bien content de l'avoir pour le flatter puis déverser ton trop-plein d'affection. Et puis tout d'un coup, par ton égoïsme, tu décides, somme toute, que le jouet, je n'en veux plus. Ça, c'est cruel. C'est voire criminel. Ouais. Alors, dans ce sens-là, est-ce que l'éducation va venir à bout de l'intelligence de l'animal social, qui est un animal pas toujours plus évolué
que l'animal lui-même. Moi, normalement, j'ai voyagé à point, coin et recoin de la Terre que je n'ai pas vu. J'ai fait 102 pays. À chaque fois que j'ai une chance, encore la semaine passée, j'étais à Saint-Félicien, je vais parler avec les animaux. Et je suis allé en Ouganda m'approcher des gorilles, qui sont combien menacés. Je voyais dans le visage du gorille, qui est une bête non pas féroce, mauvaise, au contraire. On voyait toute la douleur, l'inquiétude dans les yeux de cet animal qui mâchouillait ses herbages dans la forêt de Bwindi. Et je voyais aussi tous ces braconniers autour qui vont venir en tuer le soir, puis le lendemain trouver une main ou une patte qui est convertie en cendrier. C'est abominable encore le trajet qu'il y a à faire, à entreprendre pour sensibiliser surtout des nations, des continents, les Asiatiques, les Chinois. Je ne peux pas comprendre, par exemple, qu'ils mangent du chien. Je suis allé en Corée du Nord, on m'a offert du chien à la table. J'ai le goût de pleurer quand j'entends des choses de la sorte. Et c'est là qu'on voit que le défi est colossal. Oui. Avant de passer directement au deuil animalier, parlez-moi encore de votre relation avec Roméo. Quel est l'impact qu'il y a eu dans votre vie? Quel est le plus grand souvenir ou les plus grands souvenirs que vous avez eus avec Roméo? Vous avez parlé, il vous a suivi dans votre monde professionnel, personnel. Parlez-nous encore un peu de l'impact de Roméo dans votre vie. L'impact de Roméo, c'est qu'il rentre dans mon esprit, ma conscience, dans mon cœur, et il occupe tout. Il occupe tout. Je ne dis pas que j'aime pas les miens, que j'aime pas mon fils, puis mon petit-fils, puis la famille et ma femme, mais cet univers où il prend une place incroyable, c'est-à-dire une soudure entre le couple d'abord, et ensuite de ça, cette omniprésence qui fait que par sa beauté, son intelligence, sa joyeuseté, si on veut, c'est toujours joyeux, un animal de t'accueillir, toujours de bonne humeur, ça ne te trahit pas, c'est toujours fidèle. Quand on enregistre tout ça et on se rentre ça dans la tête, on voit l'importance primordiale que l'animal occupe dans votre cœur et votre pensée. Alors, ça a été de le gâter au maximum. Par rapport aux autres chiens, c'est pas tous les autres chiens qui auront eu, par exemple, la feuille de route de mon Roméo. Ma femme et moi, on parle d'aller à tel endroit, on va à Québec, on va aux chutes Niagara, on va à Boston, la ville qui aime les animaux, Boston, soit dit en passant, ou dans les hôtels, on les accueille. Ça, c'est important aussi, de voir qu'il y a des obstacles au Québec encore. J'ai un chien, est-ce qu'il doit coucher dans l'auto ou je peux le garder dans le motel? Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors, l'omniprésence de mon Roméo, ça a été de lui faire découvrir le plus possible durant sa vie intense de 13 ans et demi. C'est encore très jeune, mais pour un Golden, on me dit que c'est la moyenne d'âge. Alors, le faire visiter et lui montrer tout ce que nous aimions, nous aussi, le faire partager avec nous, membre de la famille, au même titre que mon petit garçon que j'initie à la vie. Et parce que je reçois en échange de ça, lui qui ne parle pas, mais parle avec ses yeux, avec sa queue, avec ses expressions, il parle son langage corporel qui me dit merci 1001 fois, et ça, c'est le comble. Et merci, vous avez fait mention aussi d'une chose, puis je pense que c'est commun à tous. L'animal de compagnie rentre dans notre vie et petit à petit, il devient, oui, le membre de la famille, mais après ça, partout où on voyage et tout ce qu'on fait, on veut qu'il soit avec nous. Et ça, je l'entends souvent et moi-même, je l'ai vécu avec Costa. On ne peut pas partir sans l'amener avec nous autres, peu importe le voyage, on s'assure qu'il puisse être avec nous autres dans les hôtels, dans les restaurants. On voit de plus en plus, il y a quand même une petite ouverture. Mais notre animal, c'est ce qui fait ça, qu'on devient à un moment donné vraiment attaché. Il fait partie de notre vie. Vous avez fait mention au début, vous ne pouviez plus partir sans votre animal. Vous aviez hâte d'être à la maison, de retour, pour être en contact avec votre animal. C'est incroyable l'absence qu'il peut créer, par exemple, lorsqu'on est obligé, bon, je suis allé en Europe avec ma femme, là, on a été obligé une semaine ou deux de le faire garder à l'animalerie. Et quand on est revenu, il s'est accroché à Bianca à un point tel où il y avait de l'air à lui. Voyez-vous, le message, l'intelligence, la sensibilité de l'animal ne part plus jamais. J'ai trouvé ça trop dur, malgré qu'il était avec des petits amis animaux à s'amuser, sans doute. Ils n'ont pris soin.
mais il crée un vide incroyable qui est parfois douloureux. Alors, c'est ce qui fait que, d'une façon générale, on tient à ce qu'il soit avec nous. Souvent, on va souper chez des amis, on peut-tu amener Roméo? On m'a demandé ça, on fait le ménage aujourd'hui. Là, je me dis, ces gens-là n'ont pas notre sensibilité. Parfois, c'est nous qui passons pour excessif, tellement on accorde une priorité à Roméo, mais pour nous, c'est un chaînon de la vie, c'est le pont qui nous permet de maintenir le goût de l'existence, le goût de poursuivre dans la vie, de trouver des choses belles à tous les jours parce qu'on a cet animal de compagnie. Je ne mens pas, Normand, moi, je suis un grand sentimentaliste, je fais beaucoup de bicyclette, je vais à Verdun, la ville de ma naissance. J'habite à l'île des Sœurs. Bon, je traverse à Verdun, je me promène dans les ruelles où j'ai grandi, où j'avais mon Boston Terrier, j'avais mon Épagnol qui va se faire tuer par un automobiliste à l'époque imprudent. On n'avait pas la mentalité de promener le chien qu'une laisse dans ce temps-là. Toutes sortes de caprices ou d'éducation que nous n'avions pas. Et mon grand Duc, Duc, c'était mon pauvre chien que mon frère Jacques nous avait donné, qui avait ramené de ma tante, qui avait été malmené. Un beau berger allemand, doux, doux comme un ange. Puis on voyait qu'il avait souffert. Alors tout ce que nous faisions, c'était de lui transmettre de l'affection pour essayer de le réhabiliter, lui redonner une force d'antan. Et je me promène encore en bicyclette aujourd'hui. Et j'arrête dans la ruelle et je lui parle ici. Je sais qu'il a fait son pipi dans le petit coin. Je sais qu'il aimait bien cette borne-là. Je sais les endroits où il a jasé avec les arbres ou les arbustes. Alors, c'est très profond ce que je dis là, mais certains qui vont vous écouter, qui sont peut-être pas familiarisés comme nous, vont dire « Ouais, mais il est d'une dépendance folle. » Non, ça fait partie de l'alimentation de votre vie par le biais des sentiments qui sont tellement importants à avoir dans nos cœurs. Vous avez parlé de la sensibilité. Avez-vous l'impression parfois que l'animal de compagnie nous fait revivre constamment notre enfance, qui nous connecte à notre vraie nature d'une façon naturelle? On oublie tout, on tombe dans le présent, on tombe dans cette enfance-là. Avez-vous cette impression-là d'avoir constamment vécu ça avec votre animal? Exactement, je revois mon enfant, je le vois quand j'avais 6-7 ans. Mon père m'avait acheté un Boston Terrier et puis il était tellement important dans ma vie. C'était le petit gars qui vivait dans un univers très limité au niveau des sentiments. Alors mes premiers sentiments allaient donc à mon Boston Terrier que je promenais dans les ruelles à cette époque, dans les années 50. On était beaucoup plus macho, peut-être plus brut qu'aujourd'hui. Ton chien est assez fort pour se battre avec le mien. Des choses épouvantables. On était à l'époque des gladiateurs. Alors, je regarde ça et je pense à ça aujourd'hui. Je comprends pourquoi je redeviens enfant en disant, ben, peut-être que j'ai pas... C'est évident, j'étais un petit gars de 7-8 ans. J'étais pas encore assez fort intellectuellement pour protéger davantage mon pauvre chien. Mais cet univers animal, ce que j'ai aimé aussi, Normand, c'est que ça a débordé au-delà du chien, du chat, des oiseaux. Même les oiseaux que je regarde dans le ciel, je vois leur utilité. J'habite à l'île, je vois les huards, je vois les hérons. Je leur parle, je les trouve. Tu vois, tu as l'utilité. Tu es là, mon grand, avec ton grand cou. Tu as ton rôle à rendre dans l'univers de la vie. Et je visite des zoos. Je suis très ami avec le propriétaire du zoo africain, c'est-à-dire Hemingford, le parc africain. Et je ne manque pas une année sans y aller 2 ou 3 fois par année. Pourquoi? Pour aller parler avec le grognard du tigre. Puis je lui parle. Salut mon vieux tigre, il s'appelle Naka. T'as toujours l'air bête, pourquoi? Mais je sais son utilité à cet animal. Même chose, c'est des lions. Et puis, jaser avec les animaux, je récolte sans réponse un dialogue et une satisfaction qui m'apportent beaucoup. Et quand je sors de là, j'ai passé une belle journée. Et c'est pour ça qu'on dit que l'animal de compagnie, peu importe l'animal, il nous ouvre le cœur et on devient beaucoup plus ouvert et plus conscient de la nature, des êtres vivants autour de nous. Et ça change complètement notre perspective par la suite. On n'a plus du tout la même perspective des êtres vivants par la suite. J'aimerais aborder le point aujourd'hui sur le deuil animalier. Sans rentrer dans trop d'émotions ou en vous laissant
libre d'exprimer comment vous avez vécu le deuil, parce qu'on est tous exposés, un jour ou l'autre, notre animal, que notre animal soit décédé ou que notre animal soit vivant, il faut prendre conscience qu'un jour, il va partir avant nous autres. Il faut être pleinement conscient, mais c'est un sujet qui est tellement tabou, tellement pénible, tellement empreint d'émotions qu'on ne veut pas trop toucher. Moi, ce que je veux arriver quand on parle du deuil animalier, c'est de faire prendre conscience aux gens, plus consciemment que pendant la vie, il y a une belle gratitude à donner et à être avec notre animal. Donc, comment avez-vous vécu ce deuil-là? Comment ça s'est passé? Je vous laisse libre de propos à ce sujet. C'est une question très importante, il n'y a pas de doute. Quand on adopte un animal, je dis ça pour ceux qui sont à l'écoute, il est tout jeune, il est plein de dynamisme. Il faut que vous reteniez qu'il est sur Terre pour, dépendant de la race des animaux, 12, 14, 15 ans, 20 ans, tant mieux si c'est plus long. Mais dans le cas du Golden, on savait que statistiquement, c'était entre 12 et 14 ans. Et c'est clair qu'en voyant évoluer l'animal, il a atteint l'âge adulte, son troisième âge à lui, en ralentissant pour monter les escaliers, en ayant quelques problèmes d'habilité, de dextérité, de surdité. Tout ça, mentalement, vous prépare à conjuguer avec ça et se dire, il faudra se préparer. Et jusqu'à ce qu'arrive l'échéance finale, là, c'est vraiment très difficile, il n'y a pas de doute. C'est un enfant qu'on perd, c'est comparable. J'ai perdu un petit-fils, je sais ce que c'est que la douleur. Je pense à mon fils qui a perdu son fils, je sais ce que c'est que la douleur. Mais un animal aussi attaché, aussi omniprésent, parce que lui, il est là tous les jours dans ma vie. Mon petit-fils, il ne l'était pas. Et mentalement, se préparer et avoir rendez-vous à l'hôpital pour arriver à la décision finale de le voir mourir dans nos bras, c'est déjà beaucoup ce que nous avions fait là comme accompagnement. Mais ces images-là me restent constamment, ces dernières minutes du 9 mai, justement à 2h15, où la fille vient vous dire « ça va bien se passer, prenez-le dans vos bras ». Et puis je le vois, mon pauvre Roméo, dans son intelligence, qui sentait qu'il y avait quelque chose qui arrivait vers la fin et qui se cotait sur moi, et ma femme pareil. Et là, on le prend dans nos bras, puis elle lui flanque une piqûre d'eau d'abord, ensuite de ça, un somnifère, et la troisième pour le faire disparaître. Et voilà, c'est fini. Et je le vois là, inerte, où il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien. Par contre, on doit conclure qu'après tout, il y a un bilan de 13 ans et demi. Il y a là-dedans 13 ans et demi de joie, où il a été comblé. Et en même temps, pour nous, c'est très difficile de se dire, bon, on a la satisfaction qui nous a procuré pendant 13 ans de temps du bonheur total. Et lui, on lui a bien rendu, mais lui aussi, il nous l'a bien rendu. Aujourd'hui, ben, ce sont des photos, des souvenirs, c'est cendres même. C'est une réflexion quotidienne à penser à cet animal-là qui n'est plus là. Est-ce qu'on doit le remplacer? Il y a beaucoup de gens à l'écoute qui font vite. Ils remplacent tout de suite comme une fille qui a une peine d'amour, puis elle trouve un autre gars le lendemain. Mais est-ce que ça comble vraiment? Au bout de quelques mois, j'aperçois, j'ai peut-être fait une erreur. Mais dans le cas, notre cas, nous, on vit un deuil. Peut-être qu'il y aura un autre animal. C'est 15 ans, un animal dans votre vie. C'est très intense. Je pense à mon ami Pierre Marcotte, qui est un de vos auditeurs, qui m'a appelé au lendemain de cet article dans le Journal de Québec et de Montréal pour me dire « Je t'offre mes sympathies ». Mais pourquoi, mon vieux Pierre? Mais il dit « Moi aussi, je viens de perdre mon chien. » Et la douleur que j'avais exprimée, j'ai vu que je n'étais pas seul à être aussi entier à l'égard de ces petits êtres qui nous comblent tant. Et ça a raffermi mon amitié avec Marcotte, voyez-vous, un gars avec qui j'ai travaillé, que je voyais très occasionnellement. Par la filiation de l'amour animal, ça a développé aussi une amitié respectueuse. Quand je vois des gens dans la rue qui promènent leur chien, que je le flatte, je regarde les gens et je me dis, ces gens-là, 9 fois sur 10, je ne me trompe pas. Je sais qu'ils l'ont adopté par amour intense pour le gâter, le garder jusqu'au maximum de sa vie, son calendrier, qui soit de 12 ou 15 ans. Il y en a d'autres, par contre, je les vois, je sais que ce sont des caprices
pour s'exhiber, faire de l'exhibitionnisme avec mon chien, mais je ne suis pas certain que la personne va vraiment l'endurer 14-15 ans, sachant à l'avance les obstacles qui se présentent à vous avec le cheminement du pauvre chien. Comme tous les animaux, comme nous les humains, il va avoir ses grippes, il va avoir ses rhumatismes, il va avoir ses maladies. Et ça, ben, c'est des sous. Et il faut être altruiste pour le maintenir le plus longtemps possible. Quelle est la différence dans cette émotion-là qu'on vit? J'ai regardé beaucoup de commentaires par rapport à des gens qui ont perdu leur animal. Et ce qui me frappait un petit peu, c'est l'émotion vive, aussi vive que chez un être humain, quand on perd un être humain. C'est comme deux éléments, mais il y a une émotion qui est particulière avec l'animal. C'est une émotion. Elle est plus affectueuse parce qu'il est là quotidiennement. C'est sûr que l'affection à l'égard d'un père, d'une mère, d'une tante ou d'une personne chère qu'on a perdue, on l'a vu, mais on ne l'a pas vu intensément à tous les jours. Le chien, il est là constamment, omniprésent dans votre vie. Il vous transmet à tous les jours en vous voyant pendant 15 ans de temps, quotidiennement, une dose d'affection en se collant à vous, en faisant les sacules de bonheur, en vous accompagnant, en participant à la joie dans le foyer. Il est tellement omniprésent, il est massivement présent, c'est le cas de dire, que ce deuil-là, cette peine-là, peut paraître aussi intense qu'à l'égard d'un enfant. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça, mais il faut voir aussi le trou qu'il a rempli, le vide qu'il a rempli par cette présence à 100%. C'est inexplicable, mais il fait partie de notre univers. On l'oublie trop souvent. Les animaux font partie de la création. Et je parlais tout à l'heure de Saint François d'Assise, pas pour rien, il avait compris ça. Ils font partie de notre chaîne. La preuve, c'est que quand on fait disparaître une espèce animale, comme on va le faire très bientôt avec, je ne sais pas moi, les tigres par exemple, ben, il va manquer ou l'ours polaire. Je vais aller souvent au pôle Nord voir l'ours polaire. Je sais que c'est le roi du Nord qui ne portera plus son titre très bientôt. J'ai un chagrin. Je le sais qu'il fait partie de mon univers. Tout comme les plantes. L'univers des plantes, l'univers forestier que l'on coupe, que l'on malmène par l'appétit vorace de l'homme avec ses gains qui dérangent les habitats des autres. C'est lui qui, somme toute, est l'être le plus pitoyable dans son progrès dit industriel. Vous avez fait mention d'un mot quand on parle de la présence de l'animal. Je pense que c'est la présence de l'animal, quand il décède, qui crée le plus grand vide. Il est tellement présent de son vivant dans notre vie au quotidien que quand il meurt, il y a ce vide-là énorme qui se crée et on n'a pas vraiment de repère face à tout ça. Dans Costa, Impact Animal, où on veut que les gens deviennent plus conscients, ben, moi je me dis, plus on peut être conscient pendant le temps qu'il vit, plus on peut être en gratitude pendant le temps qu'il est en présence avec nous. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir et qu'on peut offrir à l'animal aussi, d'être pleinement conscient de ce qu'il a à nous offrir pendant qu'il est vivant. C'est vrai, parce que sinon, une fois qu'il est parti, il reste quoi? Une photo, des souvenirs, une pensée quotidienne qui n'est plus aussi intense qu'à l'époque où il remplissait votre vie. Mais cette pensée quotidienne est bonne, mais elle ne comble pas le vide quand même. Oui. Et faut jamais oublier que dans le fond, c'est comme la vie. La vie nous est prêtée. L'animal nous est prêté. L'animal, on dit souvent, il nous a choisis. On pense souvent, on dit, j'ai choisi mon chat, mon chien, mon poisson. Mais j'ai souvent entendu, non, c'est l'animal qui nous choisit, qui vient dans notre famille, qui vient avec nous pour nous accompagner et nous faire vivre des choses au niveau du cœur. Parce que l'animal, il n'a que cette présence-là au niveau du cœur. Surtout l'animal, comme le chien, il est tellement vivant, tellement joyeux. Cette présence-là nous remplit au quotidien d'amour, puis de joie, puis de souvenirs. Alors,
face au décès, vous savez, on dit souvent avec un être humain, quand on parle de la pleine conscience, on sait tous que nos parents vont décéder, mais quand ça arrive, on est frappé de plein fouet. L'animal, sa vie est encore plus courte, puis plus on est conscient, bien, peut-être que ça peut apaiser aussi un petit peu le jour qu'il décède. On est plein d'amour puis de gratitude vis-à-vis qu'on a vécu avec notre animal. Il ne faut pas ignorer la douleur sera toujours là, la peine sera toujours là. On dit que chaque animal est unique. On dit souvent que moi, j'ai le meilleur chien du monde. C'est cette relation-là qui rend cette particularité-là avec nous et l'animal. Donc, un message à livrer suite au décès de Roméo, comment que les gens qui nous écoutent, qui sont là, puis qui sont dans la douleur, eux autres aussi, comment qu'on peut donner un message positif? Comment qu'on peut aborder cette douleur-là, selon vous? Vous avez dit à propos du niveau du cœur, effectivement, qui rentre dans le cœur, qui nous permet de mieux battre au rythme de la vie. Je vous vois dans votre studio. Derrière vous, il y a un tableau magnifique, voyez-vous. Je pars de loin, là. Je vous vois avec un moine tibétain qui est là. On est au Tibet, seul dans l'immensité. C'est un tableau grandiose que vous avez là. Et qu'est-ce que ça passe comme message? L'homme est seul dans la création, l'immensité, les montagnes tibétaines ou les Himalayas qui l'écrasent, mais il a pour combattre sa solitude, pour combler le vide, l'animal, le chien. Dans son cas, ça peut être le yak qui fait de l'élevage ou ça peut être d'autres animaux de compagnie. Combien cet univers est trop ignoré par l'homme dans son égoïsme, dans sa course effrénée au matérialisme, en ne voyant pas ce qui l'entoure et qui, en tout cas, règle bien des problèmes de solitude. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui sont des espèces de gens solitaires, des gens qui vivent dans le désert, par exemple, qui admirent la voûte céleste dans la solitude. Sont-ils si seuls que ça? Non. Ils ont, dans le jour ou la nuit, un univers d'animaux. Des gens qui vivent dans la forêt, qu'on dise « Ah, c'est des gens dérangés ». Pas du tout. Ils conjuguent avec la nature et ils savent que le monde animal, que nous négligeons trop, va avoir rendez-vous avec lui, parce que le monde animal va voir que c'est un gars ou une femme ou une famille seule, sans crainte à s'approcher et établir une communication. Tu sais, ce qui nous manque beaucoup, je pense, c'est de comprendre le langage imaginaire et le langage qu'on peut établir avec les animaux pour vraiment faire de nos amis très, 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 très précieux. Oui, dans notre vivant, pendant que notre animal est avec nous, moi, je suis toujours très, très interpellé quand je vous écoute, j'écoute les gens qui ont perdu leur animal et je m'imagine, moi, avec mon animal aujourd'hui, être à ce jour-là où je devrais l'apporter, admettons, chez le vétérinaire pour son dernière journée. Et c'est incroyable l'émotion que l'on vit quand on devient plus conscient de cette réalité-là, que l'animal va nous quitter un jour. Et cette émotion-là, elle est très, très particulière. Et c'est pour ça que les gens qui nous écoutent, qui sont avec nous et qui ont leur animal avec eux, bien, je pense que c'est de profiter au maximum, d'être dans cette espèce de gratitude-là. On parle beaucoup dans le mindfulness, la gratitude. Mais je pense qu'avec l'animal de compagnie, il faut avoir cette gratitude-là au quotidien. Il nous ouvre la porte à cette gratitude-là. Tant il nous donne de l'amour à tous les jours. On finit par comprendre leur langage. Hein? Il y en a qui ne voient pas ça ou ça met plus de temps. Mais toutes ces expressions, ces manifestations, ces jappements, ces mouvements, tout ça nous envoie. Ils ne parlent pas. Quand on dit « ne parle pas », c'est bien juste, il y a tellement de réalité là-dedans, dans son langage d'enthousiasme, de bonheur, parce qu'il est toujours heureux. Des fois, il a de la peine, mais malgré tout cela, il va faire aller sa queue pour nous envoyer un message d'amour. Mon Roméo, moi, les dernières images, quand Bianca m'a appelé, elle dit « Gilles, viens-t'en, je pense qu'il achève ».
et je le voyais là, mi-paralysé, ce pauvre petit. Il était à quelques heures de son rendez-vous à l'hôpital. Et en entendant la porte ouvrir, en entendant ma voix à demi paralysée, proche de la mort, il se fait aller la queue, c'est mon père qui arrive, c'est mon maître qui arrive. Voyez-vous, la fidélité totale jusqu'à la dernière seconde démontre combien l'amour est important pour ces animaux et nous devrions le rendre à eux aussi. Le fameux amour inconditionnel. Jusqu'au dernier souffle, l'animal est dans cet amour inconditionnel et il continue de nous amener dans cette dimension-là jusqu'à la dernière seconde. Ça, c'est ce que vous avez pu trouver jusqu'au dernier moment avec Roméo, cette dimension-là de l'amour qui est exceptionnelle. Un amour complet à 100%, c'est le cas de le dire, et il était rendu à 99,9%, et quand il m'a vu, il a accompagné son geste d'amour jusqu'à la limite. Ce pauvre petite bête si intelligente, si belle, qui nous manque tellement. Nous manque tellement. Mais on comble en pensant à lui, on comble en le remerciant. Après tout, tu nous as donné 13 ans et demi de bonheur. Et je dis ça pour ceux qui écoutent qui ont goûté à ça. Je pense à mon ami Pierre Marcotte, quand il m'a appelé, ça a été la même douleur. Au moins, nous sommes des gens qui avons compris que cet univers animal, des animaux de compagnie et les animaux en général, quel que soit leur rôle sur Terre, ont leur utilité. Le Créateur les a pas mis sur Terre pour rien et juste pour combler, je ne sais pas moi, l'appétit d'une forêt ou d'une rivière ou de ci ou de ça. C'est parce qu'ils ont un rôle important dans la chaîne de la vie, notre chaîne à nous. Oui, vous avez touché un petit point tantôt, puis souvent, ça l'interpelle, les gens se posent beaucoup la question, une fois que mon animal est décédé, il y a des gens qui vont s'empresser d'aller chercher un autre animal. Quand je parlais avec France Carlos du deuil, je pense qu'il faut donner le temps qu'il faut donner pour apaiser cette douleur-là, la vivre aussi pleinement, passer au travers. Si je vous posais la question, pensez-vous que vous allez avoir un autre animal dans votre vie ou vous allez continuer simplement à vivre pleinement tout l'amour que Roméo vous a donné? Il n'y a pas de doute, ma femme y pense beaucoup. Elle est plus jeune que moi. Moi, je suis rendu quand même je suis un octogénaire. J'ai 80 ans. Un animal, c'est 15-20 ans. Est-ce que je vais pouvoir le combler pendant 15-20 ans? Je ne sais pas si je vais être là dans 1 an, 2 ans ou 20 ans. Dans ce sens-là, ça me fait réfléchir. C'est comme une espèce de frein qui m'empêche d'agir. Aussi, parce que je ne veux pas effacer la présence dans mes souvenirs de Roméo. Alors là, qu'est-ce que je veux dire? Ah, il n'est pas comme Roméo, puis on va être un petit peu moins gentil à l'égard du petit qu'on prendrait à la place. C'est un choix très difficile. Il faut laisser faire le temps. Si j'avais 40 ans, oui, il y en aurait un au bout de 6 mois, un deuil de 6 mois, et je vais rentrer encore un autre animal pour poursuivre la vie. Ouais. Mais c'est une question ouais. très importante que vous posez là. Ouais. Et une dernière question. Quel serait le legs que vous pensez que Roméo a pu vous donner? Quel serait son legs? Quel serait le message qu'il aurait pu vous donner? Ben, le message qu'il m'a transmis, c'est un message de remerciement. Voici, je quitte mon maître. La nature en a décidé ainsi, le temps a décidé d'agir. Le verdict est arrivé et je meurs en t'ayant donné cette somme colossale de joie et je le sais, mon cher maître, parlant de moi ou de Bianca, voici ce que je vous ai donné et je ne pouvais pas faire plus. C'est le temps que m'a alloué le Créateur sur Terre avec cet espace de 13 ans et demi et j'espère que je ne vous ai pas déçu. Dans ce sens-là, c'est un peu de cette manière à interpréter, en tout cas, le bilan qu'il m'a ou nous a donné. Merci. Je vais laisser l'occasion. S'il y a des gens qui veulent écrire une question, vous pouvez nous écrire à Costa
info@costa-impactanimal.ca et on va se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. En terminant, il me reste encore quelques petites minutes. J'attends pour lire s'il y a d'autres questions parce que je voudrais vraiment donner la chance à M. Proulx de répondre à quelques questions. On a beaucoup de commentaires qui disent, OK, belle conférence sur YouTube. On me demande si ça va être disponible sur YouTube. Oui, ça va être disponible. Vous allez pouvoir revoir cette conférence sur YouTube. On prévoit une série. D'ailleurs, le 1er septembre prochain, justement avec notre ami Pierre Marcotte, qui viendra nous parler aussi du deuil animalier. Puis on va continuer sur notre Facebook. On va créer un espace spécialement pour le deuil animalier, pour accueillir toutes les histoires, parce qu'il y a tellement de belles histoires avec les gens qui ont vécu avec leur animal. On va inviter les gens à venir sur notre site, sur Facebook, et nous écrire leur histoire, soit face au deuil de l'animal qu'ils ont eu avec leur animal, ou de nous donner des façons de vivre ou des messages positifs pour vivre dans le moment présent encore plus amplement avec notre animal de compagnie, de sorte que tous les souvenirs, tout ce qu'il a à nous offrir, on le vive encore plus pleinement. Donc, le 1er septembre, mettez ça à votre agenda avec Pierre Marcotte et la plateforme de Costa Impact Animal. Ne vous gênez pas pour la partager avec d'autres amis. C'est une communauté qu'on veut grandir. Comme je le disais dans la vision, on veut que les gens soient de plus en plus conscients de l'impact de l'animal et qu'on répande tous les bienfaits que l'animal de compagnie a dans nos vies. Les bienfaits au niveau des malades, au niveau de les différentes sphères. Aujourd'hui, on voit comment c'est que l'impact de l'animal impacte toutes sortes de sphères, les autismes, différents domaines. On voit l'ampleur que ça prend. Donc, venez sur notre site, Costa Impact Animal, et envoyez-nous vos commentaires, vos questions, puis on va poursuivre cette série-là du deuil animalier qui est un sujet tellement important, un sujet tellement sensible, un sujet plein d'amour qui nous laisse avec plein de beaux souvenirs, avec des voyages avec nos animaux, des souvenirs incroyables. La présence de l'animal, c'est ce qu'on a tellement besoin aujourd'hui, cet amour inconditionnel-là. Alors, j'ai des félicitations, merci, un grand merci à M. Proulx pour son témoignage. Merci. Peut-être qu'en terminant, il me reste 2 minutes et j'aimerais peut-être, j'ai pris un texte de Franz Carlos, justement, qui a écrit un message du deuil animalier. Et avec toute la grande expertise que Franz Carlos a, je me suis permis de prendre son petit texte. Et je vais vous le lire à la fin. Et je pense que c'est un message très positif, léger, positif, empreint d'amour. Elle dit « Adieu à mon animal de compagnie. Mon cœur est chargé de peine et de tristesse. Tu étais mon animal de compagnie, mais tu étais beaucoup plus que juste un animal, comme certaines personnes le prétendent. Tu étais joie, gaieté, complicité, compagnon de promenade et de jeu. Tu étais surtout amour inconditionnel. Même lorsque je te grondais, tu savais ne pas me garder rancune. Tu savais aussi partager ma vie, son lot de joie et de peine. Tu restais fidèle à mes côtés. Tu me manques, mon fidèle amour d'animal. La façon que tu avais de me démontrer ta présence laisse un vide dans ma vie. Tu étais tellement précieux à mes yeux du cœur. Il est possible qu'éventuellement, il y ait un autre animal dans ma vie. Mais cet amour inconditionnel que vous savez si bien nous donner à nous les humains est trop important pour nous en passer. Mais cet animal ne te remplacera jamais. Il sera différent de toi. Toi qui as su être unique. Pour moi, tu auras toujours ta place dans mes pensées et dans mon cœur. Je t'aime, adieu, amour. C'est un très beau texte et merci à Franz Carlos de nous avoir écrit ce texte.
Très bien. Alors, un gros merci, Monsieur Proulx. Merci de votre partage. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir communiqué à notre communauté votre vécu avec Roméo. Et sur ça, je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher Normand. On a parlé du cœur, il n'y a pas de doute, d'un univers que nous aimons tous et qui n'est pas assez aimé par tout le monde. Encore une fois, merci à vous aussi parce que vous faites œuvre utile. Des gens comme vous à répandre de cette émission. Il faut en souhaiter la multiplication. Des Brigitte Bardot, on n'aura jamais assez dans notre univers pour défendre ceux qu'on aime tant. Alors, je garde un bon souvenir de mon passage chez vous. Merci bien. Au plaisir.